Bien. Messieurs les présidents, Monsieur Gallois, Monsieur Ranc, nous avons le plaisir d'avoir les deux le même jour. Chers amis, je suis heureuse d'accueillir la Fabrique de l'Industrie dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, ici à Gobelins, une école reconnue dans le domaine du graphisme et du cinéma d'animation. Je suis très fière et je vous remercie de nous avoir choisis, car le film de promotion « Oser la voix pro » a été réalisé par d'anciens élèves en animation de l'école. Bravo à eux. Si Gobelins est reconnu pour son excellence dans le domaine de l'industrie du cinéma d'animation, je voudrais également vous rappeler que Gobelins, c'est aussi les industries graphiques. On a tendance à l'oublier. Nous sommes très fiers d'être le premier centre de formation d'apprentis en France à former par la voie de l'apprentissage dans le secteur de la communication et des industries graphiques, du bac pro à la licence. Je tiens à signaler également que pour une filière industrielle, nous avons la chance de compter sur les 350 apprentis de Gobelins basés à Noisy-le-Grand, 50% de jeunes femmes. La parité est là. À Gobelins, nous portons donc un véritable attachement à l'apprentissage et notre volonté de faire tomber les idées reçues dont souffre parfois cette voie que je considère comme une voie d'excellence. Ainsi, c'est quotidiennement que nous œuvrons à la promotion de ces métiers auxquels nous croyons. La valorisation de l'apprentissage fait partie de l'ADN des écoles de la CCIP Île-de-France qui prépare 16 700 apprentis à des diplômes professionnels allant du CAP jusqu'au supérieur, et ce, dans des secteurs en croissance et tournés vers l'innovation. Il faut donc oser la voie pro et le faire savoir. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un débat enrichissant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis Thibaut de Jéguer, le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Et j'ai le plaisir d'être votre monsieur loyal ce soir pour animer cette soirée débat sur le thème de l'apprentissage et de la voie professionnelle. Et donc, merci beaucoup à l'École des Gobelins de nous accueillir. Alors, on va commencer un peu différemment pour ceux qui sont habitués des entretiens de la Fabrique, de ce que l'on fait d'habitude. D'habitude, on entre dans le vif du sujet, on fait un débat d'emblée, une table ronde sur la thématique qui nous intéresse. Là, on a décidé de donner la parole à des apprentis, mais des apprentis qui ont voulu jouer aux comédiens, en fait. Ils ont monté une pièce de théâtre. Ce sont des élèves de l'AFORP. Ils sont tous apprentis en BTS électronique. Et ils ont fait 12 heures d'atelier pour mettre au point une petite scénette autour des clichés liés à l'apprentissage. Et je vais les appeler tout de suite là sur scène. C'est Lison Pinet qui a joué le rôle de metteur en scène et qui a travaillé avec eux pour mettre au point cette pièce de théâtre de quelques minutes. Et je vous propose de les applaudir pour les accueillir pendant qu'ils vont se mettre en place sur scène. S'ils sont prêts, ils vont arriver. Ils s'appellent Lucas, Loïc, Ulysse, Maxime, Yori, Benjamin. Est-ce qu'ils vont sortir des coulisses? Si, je les ai vus. C'est le track. C'est à vous. Voilà. C'est aux élèves, oui. Non! Non, non, non! Et non! 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 Mais qu'est-ce que c'est que cette lubie? Passez-moi le torchon! Torchon. Monsieur le directeur du centre d'apprentissage des métiers de l'industrie,
Par la présente, je sollicite, au moins on voit que tu as des lettres. Blabla, depuis mon tout jeune âge, mon engouement, ma passion pour les métiers de l'industrie, de mieux en mieux. Et j'aspire à l'obtention d'un CAP et d'un bac pro en... Pensez-moi, je rêve en chaudronnerie-tôlerie. Ah, j'ai une attaque. Je vous remercie, blibli, mes salutations distinguées, blé. Ridicule, cul. Stupide, pide. Répugnant. Insultant, chaudronnier taulier. Jusqu'à preuve du contraire, le taulier ici, c'est moi. Et c'est toi qui décides. Je t'ai destiné à autre chose, mon petit gars. Pas un ersatz de métier, un métier de feignant, de cas sociaux, des rebuts perdus pour la société, avec leur bleu de travail, des prolétaires, et qui passent leur temps à taper sur de la ferraille. Crasse dégoulinant. Transpirant la poussière. Puant la sueur. Vous me donnez la nausée. Et qu'est-ce que tu comptes faire, apprenti sorcier, avec ton chaudron? De la potion magique pour nourrir ta femme et tes enfants avec un salaire miséreux? Apprenti. Tais-toi! Cette famille est respectable. Tu feras comme tes frères. Tu poursuivras tes études dans le meilleur établissement général de France. Et ensuite, Doug, licence, master, doctorat. Tu m'entends? Des études, de vraies études, de hautes études. Chaudronnier. Ha, ha. Et pourquoi pas mécano? La voie de garage. Ou plombier. Ou boucher. Taisez-vous! Je n'aime pas quand vos bouches rient. Ou coiffeur. Silence! Ah! J'ai honte de toi. Moi qui avais mis tous mes espoirs en toi, le plus intelligent des 5. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Je suis habile de mes mains. Précis. Mes gestes sont ceux d'un chirurgien. J'aime travailler avec les autres, pour les autres. Le cuivre, l'acier, l'étain, le plomb. Je me sens comme un artiste. J'aime construire. Je voyagerai de l'aéronautique à l'aérospatiale, de l'automobile au ferroviaire. Et même l'électroménager de ta femme de ménage n'aura plus de secret pour moi. Je serai ingénieur. Il y a tant de métiers qui m'appellent, tant d'entreprises qui me recherchent, car nous sommes rares. Nous, les hommes en bleu qui travaillons pour votre sécurité, votre confort, votre vie quotidienne, votre avenir. Où vas-tu? Je suis ma voie. L'apprentissage, c'est mon choix. Je crois que quand on est au théâtre, ça se fait de saluer, donc on va rappeler l'acteur, l'apprenti acteur ou l'acteur apprenti. Voilà, dans les deux sens, ça fonctionne, je crois. Bravo, messieurs. Et bravo donc à Lison Pinet pour cette scénette qui, je pense, révèle donc la metteur en scène qui a permis en 12 heures, c'est ça seulement? Vous n'aviez jamais fait de théâtre jusque-là, hein? Bravo, messieurs. Et merci pour cette introduction pour cette soirée dédiée donc à l'apprentissage et à la voie professionnelle. On a permis en quelques minutes de mettre le doigt là où ça fait mal et puis en même temps là où il faut sans doute creuser pour revaloriser cette voie belle voie qui est celle de l'apprentissage. Merci encore, on peut les applaudir. Alors pendant que la scène change, on change de décor, acte 2 finalement de cette soirée autour de la voie professionnelle. Maintenant je vais demander à des apprentis de venir me rejoindre sur scène. Nicolas Royer qui est apprenti chez Airbus, qui a fait un BTS spécialité aéronautique, donc dans le lycée de l'aéronautique, le fameux lycée Airbus comme on le surnomme. Prenez place ici, Nicolas Royer. Et Jean-Paul Carta également. Est-ce qu'il est arrivé, Jean-Paul? Non? Bon, alors écoutez, Nicolas, vous allez être notre star. On va juste prendre un micro. Ouais. Merci beaucoup. Je vous laisse le micro, Nicolas. Merci. Alors,
La scénette que vous venez d'entendre, là, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous rappelle des souvenirs? Vous avez vécu ça dans votre famille? Vous avez des frères et des sœurs? Ils vous ont regardé bizarrement quand vous avez... Alors, j'avais l'impression effectivement de revoir quelques scènes qui me sont arrivées il y a 20 ans déjà. Il y a maintenant 20 ans, effectivement, où en sortie de 3e Vous avez des collèges... 35 ans. Hein. J'ai 35 ans, oui, tout à fait, j'ai 35 ans. Et en sortie de 3e des collèges, une partie de ma famille, effectivement, et quelques professeurs me voyaient déjà fini comme ils disaient eux. Et heureusement que j'avais déjà quelques parents qui étaient déjà depuis tout petit baignés dans l'aéronautique et qui m'ont fait connaître le lycée Airbus, un fameux lycée de formation professionnelle qui est sur Toulouse, dans le quartier des Minimes, où on y accède via en fait, un petit concours à passer. J'ai réussi ce concours et j'ai pu intégrer donc, le lycée Airbus pendant 2 années. Et, à quel niveau vous avez intégré le lycée Airbus? À la sortie du 3e des collèges, en fait. Et j'ai eu une formation d'opérateur régleur de système d'usinage. J'étais technicien d'usinage, tourneur-fraiseur, en fait, pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme, un BEP, qui m'a permis d'intégrer, en fait, Airbus, auparavant aérospatial. Comme apprenti. Voilà. Alors au début comme apprenti et ensuite en tant qu'employé Airbus. Comment s'est passé ce parcours en 3e? Vous disiez, certains me voyaient fini. Quelles étaient un peu les remarques? Enfin, ça vous a fait hésiter? Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel était un peu votre état d'esprit si on se replonge 20 ans en arrière, là, comme vous le disiez? C'est intéressant de faire un petit coup de rétroviseur comme ça, 20 ans en arrière. C'est vrai qu'on est jeune. On a environ 14 ans, 15 ans. On est dans cette voie générale qui est, entre guillemets, toute tracée. Comme la voie royale, comme on dit. Tout à fait, comme les jeunes ont pu bien l'exprimer. Par contre, des difficultés à comprendre certaines choses dans les cours d'enseignement généraux, effectivement. Et à l'inverse de ce que j'ai pu connaître, en fait, pendant ma formation professionnelle, durant les 2 années, en milieu professionnel, puisque là, en fait, l'intérêt de cette formation professionnelle, c'est au travers des cours, faire le pendant avec ce qu'on va retrouver au quotidien dans le métier qu'on apprend finalement. Et donc pour moi, être tourneur-fraiseur. Et quelles étaient les remarques? Il y a des professeurs qui vous ont fait des remarques, vous m'avez confié, dire finalement ils m'ont fait des remarques négatives, mais finalement ça s'est avéré positif ce qu'ils me faisaient comme remarque. C'est vrai. Je me souviens d'un professeur qui, à mon avis, qui connaissait pas forcément bien la voie professionnelle, sans vouloir être méchant, lui disait que je finirais effectivement tourneur-fraiseur ou maçon. C'était vraiment une catastrophe. Tout à fait. C'était dans un terme plutôt péjoratif, puisque pour lui, c'était quelque chose qui était pas bien, comme les jeunes viennent de l'exprimer. C'était en bleu, c'était la nuit, c'était toucher le métal, c'était sentir l'huile, c'était quelque chose de pas forcément bien. C'était sale, effectivement, vous avez raison. Et apparemment, dans la maçonnerie, ça devait être à peu près, il devait y avoir quelques similitudes, puisqu'on travaille au froid, on travaille l'été dans la chaleur. Et bien nous, en usine, on travaille dans l'huile. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et ça vous a plu? Ah oui, ça m'a plu. Ouais. Effectivement, ça m'a beaucoup plu. 2 années dans ce lycée qui, au-delà de former un métier, forme un caractère et forme les hommes. C'est la formation professionnelle, en plus de vous donner un métier au bout de 2 années de formation, c'est aussi un comportement, c'est aussi des valeurs. Comportement, vous dites, c'est le lycée qui vous donne ça ou c'est parce qu'il y a l'immersion en entreprise? Les deux, il y a un petit peu des deux. Il y a la formation dans les ateliers, il y a aussi la formation des professeurs de l'enseignement technique, donc qui, eux, ont souvent l'expérience de ces milieux professionnels. Et après, il y a les immersions qu'on peut trouver dans chaque société qui, effectivement, nous permettent de comprendre ce qu'est la vie. Puisque quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans ou 17 ans, on n'est pas forcément bien formé à la vie et ce qui va arriver. Donc effectivement, au-delà de la formation professionnelle, c'est aussi une formation sur la vie. Alors, vous êtes rentré tourneur-fraiseur, c'est ça, chez Airbus? Tout à fait, oui. Voilà.
et vous avez évolué. petit peu. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, parce qu'aujourd'hui vous avez un BTS. Donc quelles ont été un peu les étapes qui vous ont permis d'évoluer et d'atteindre la fonction que vous occupez aujourd'hui? En fait, j'ai commencé par passer d'abord 7 années donc dans une unité de fabrication de pièces élémentaires en tant que fraiseur sur commande numérique, où je travaillais en 3-8 en équipe, 20h-4h, midi 20h, 4h midi. À Saint-Éloi, tout à fait. J'ai eu l'occasion de vous voir passer déjà. Et au terme de cette année, je dirais pas que j'étais un passionné d'aéronautique, mais j'aimais ça. Je connais pas tous les avions par cœur, je connais pas leur capacité, tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaisait. Et je voyais que j'arrivais à construire quelque chose de mes doigts, et je voyais quelque chose se faire. On partait d'un bloc de ferraille, et on arrivait à quelque chose qui allait voler plus tard. Donc, c'était l'intérêt de la chose. Donc, j'ai passé cette année où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué, j'ai grandi, j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à connaître comment ce qu'était qu'un atelier, les difficultés qu'on pouvait rencontrer au quotidien, se lever à 2h30 le matin, se coucher à 6h du matin aussi la semaine suivante. Et c'est ce qui m'a permis un petit peu par la suite d'évoluer, puisque j'ai par la suite intégré le support client chez Airbus, où je faisais la maintenance des mâts réacteurs en compagnie. Donc pendant 5 années, j'ai eu l'opportunité, grâce à Airbus, de voyager partout dans le monde pour pouvoir faire la maintenance des mâts réacteurs. Donc les pièces que je fabriquais pendant 7 ans, j'ai pu les maintenir par la suite. Et là, je dirais, c'est le côté échange culturel qui m'a intéressé pour mon développement personnel. Vous avez dû vous former à nouveau pour changer de poste? Oui, tout à fait. Alors, c'est de la formation, on va dire, interne. Pas dans la voie professionnelle, mais la formation interne. On a des qualifications à passer, parce que tout ça est très réglementé dans l'aéronautique. Mais en tout cas, voilà un échange très intéressant au niveau culturel, des façons de travailler, des façons de faire, des façons de voir les choses complètement différentes de ce qu'on peut trouver en France. J'ai eu l'occasion de voyager en Asie, en Amérique du Sud et aussi en Europe. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses, ni même de travailler, de penser. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir échanger sur ces différentes cultures. Et à 27-28 ans, vous m'avez dit, vous avez décidé de vous replonger dans les bouquins pour repasser un cap et reprendre une formation en apprentissage. Alors le soir, évidemment, parce que vous travaillez toujours chez Airbus à cette époque. Tout à fait. Alors, l'envie, effectivement, de mettre un petit peu en corrélation un diplôme avec le poste que j'occupais. Donc je suis rentré, donc je suis revenu dans la voie professionnelle. J'ai fait une VAE, une validation des acquis par l'expérience, qui m'a pris à peu près 2 ans, 2 années, deux années de soirées de dur labeur, à réfléchir, à penser, à réaliser un mémoire pour présenter à un jury de professionnels et de gens, de représentants de l'éducation nationale pour valider ce BTS. Ça m'a permis en tout cas d'avoir une bonne vision sur ce que je venais de faire. Le but, c'était pas de décrocher un poste chez Airbus, vous l'aviez, mais c'était je l'avais tout à fait. De valider finalement les compétences que vous aviez acquises sur le terrain. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une volonté personnelle. Puisque ce n'était pas forcément nécessaire à mon développement professionnel, mais en tout cas, c'était nécessaire à mon développement personnel. Vous voyez progresser encore? Vous avez envie de... Pourquoi pas un jour tenter un diplôme d'ingénieur, effectivement, oui. C'est peut-être quelque chose que je commence à réfléchir et qui me faut encore quelques temps pour le mûrir, mais c'est quelque chose que j'envisage, oui. Vous me disiez, quand on a préparé cet échange, que vous aviez des amis qui venaient vous voir, et ce n'était pas forcément le cas quand vous êtes engagé dans cette voie, mais qui venaient vous voir aujourd'hui en disant finalement, Nicolas, ton parcours est intéressant, comment je peux faire pour faire le même, quoi, en quelques mots. Je ne sais pas si je résume bien, mais racontez-nous un peu. Alors c'est ça, c'est un petit peu de fierté aussi aujourd'hui, puisque il y a 20 ans de ça, quand j'ai intégré les ateliers d'Airbus, ça a une connotation pas forcément très bonne à la base. Aujourd'hui, j'ai y compris votre entourage. Y compris dans mon entourage, effectivement. J'ai des anciens amis qui m'ont dit que j'étais un raté, comme les jeunes ont pu le dire pendant cette pièce de théâtre. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, je suis peut-être un raté, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Je trouve pas. Et en tout cas, aujourd'hui, mon plaisir à moi, ma fierté, c'est de pouvoir ce soir le partager avec vous,
d'abord, et de le faire partager avec mon entourage proche et un petit peu moins proche, et essayer d'amener avec moi un paquet de monde pour justement rentrer dans cette voie professionnelle, et aussi dans aussi la VAE, puisque c'est quand même intéressant. Et il y a 15 jours, oui, effectivement, un collègue qui a aussi validé un BTS en VAE et que j'ai pu supporter, aider en tout cas, pour l'amener à bien dans la rédaction de son mémoire. Ouais. Sur l'évolution future, vous nous voyez ingénieur, vous voulez vous engager effectivement pour valoriser l'apprentissage auprès d'autres personnes autour de ça. Est-ce que vous êtes retourné par exemple dans l'école qui vous avait dit voilà, tu vas finir maçon ou tourneur-fraiseur, pour leur expliquer que finalement, effectivement, j'ai fini tourneur-fraiseur, mais que j'ai pas si mal progressé derrière? Oui, alors j'y suis retourné parce que j'ai commencé tourneur-fraiseur finalement. En fait, je suis un pur produit toulousain en fait. Je suis né à Toulouse, je vis à Toulouse, j'ai étudié à Toulouse. Ça s'entend un petit peu dans oui, certainement dans mon accent. J'ai un peu de soleil à Paris comme ça, c'est bien. Tout à fait. Et donc, j'ai eu l'occasion de recroiser certains de mes professeurs. C'est vrai qu'ils ont été surpris. Ils ont été surpris parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, je n'étais pas forcément comme je suis aujourd'hui, avec un costume, une belle chemise et des chaussures pointues. J'étais pas forcément comme ça. Et pourtant, je le suis devenu. Je le suis devenu avec plaisir. Avec plaisir et avec beaucoup de fierté. Parce que justement, si jamais il y a quelque chose, et ce que j'ai pu vous dire, c'est que la voie professionnelle, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Il faut travailler. Et il n'y a que par le travail que l'on peut y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose qu'on doit à d'autres, c'est du travail personnel. Et ce n'est que du travail personnel. Par contre, on a beaucoup de personnes, il y en a certains qui sont là, qui peuvent vous aider à certains moments, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir justement échanger dans cette voie professionnelle. Merci Nicolas pour ce témoignage, je crois qu'on peut l'applaudir. Plaisir. Merci. Plaisir, moi je retiens quelques mots de notre échange, plaisir, fierté et puis courage voilà, pour se remettre le nez dans les bouquins le soir après avoir passé sa journée en usine. Donc bravo. Et puis, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais accessoirement vous êtes en couple et puis vous avez 2 enfants aussi. Donc vous n'avez pas oublié le côté vie privée. Donc bravo pour tout ça. On peut encore l'applaudir. Merci. Vous pouvez rester avec nous pour échanger à la prochaine table ronde. Nous allons passer à l'acte 3 finalement. Donc l'acte 2, c'était le témoignage de Nicolas. L'acte 1, la scénette, vous l'avez compris. L'acte 3, eh bien, ça va être un débat entre trois spécialistes de l'apprentissage. Jean-Rémy Touze, qui est DRH de Siemens France. Et donc Siemens qui recrute environ 10 000 apprentis dans le monde chaque année. Donc voilà, donc c'est un groupe qui sait de quoi il parle, et notamment sur la branche française. Jean-Pierre Collignon, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, évidemment très engagé dans l'enseignement professionnel. Ceux qui sont familiers de tout ça le connaissent. J'ai déjà eu le plaisir de l'entendre l'an dernier. Et Bruno Gadret du CFI, le centre de formation des formations industrielles, donc qui dépend de la CCIP. Et la CCIP n'est pas directeur du CFI et de la CCIP. Voilà, non. Et alors, je vais demander des micros. Bien, je voudrais avec vous, alors, peut-être Jean-Pierre Collignon, pour commencer, est-ce que je vais revenir à la scénette, là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé réaliste par rapport à la réalité que vous côtoyez sur l'image? Quand on a préparé, je vous ai trouvé finalement... on est là pour parler de solutions, mais finalement, vous étiez quand même assez à dire, on a vraiment beaucoup de travail pour valoriser l'apprentissage. Est-ce que cette scénette donc, vous a semblé finalement proche de la réalité, quoi? Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie déjà d'être un petit peu provocateur. J'aime bien valoriser l'apprentissage, certes, mais valoriser la formation professionnelle globalement, quel que soit le statut aussi. Hein, quelque part, ça me semble important. C'est oser la voie pro. Voilà, la voie pro, effectivement. La voie pro au sens très large dans l'apprentissage. Vous savez que je n'ai aucune opposition à l'apprentissage, vous le savez bien, mais enfin, je crois qu'il y a tous les aspects à prendre en compte. La scénette, elle est bien représentative, et c'était à la limite, c'était un peu la première chose que je voulais dire. Un des premiers travaux qui est engagé, et pas qu'à l'éducation nationale, j'y tiens, c'est
et effectivement essayer de changer l'image qu'ont les métiers, qu'a l'industrie au niveau de notre société. Et j'insiste bien, c'est sûrement une des missions de l'école, mais ce n'est pas que la mission de l'école, hein, puisque l'image des métiers, l'image, cette espèce de maladie française de vouloir absolument que tout le monde ait un col blanc et pas un col bleu, et ça vous savez très bien que c'est pas nouveau, cette espèce de volonté oui, du col blanc par rapport au col bleu, hein, c'est quand même très très ancré dans notre société, et j'ai envie de dire que nous ne sommes pas non plus aidés en termes d'image. C'est pas à vous que je vais raconter, hein, il suffit, même si les choses s'améliorent de temps en temps dans les médias, on commence à voir des choses un peu positives sur l'industrie, mais enfin c'est vrai que valoriser les métiers et l'industrie quand 80% du temps on vous parle que des licenciements, des entreprises qui ferment et des délocalisations, bah, après effectivement, pardon l'expression, il faut un petit peu ramer pour dire venez quand même, hein, passer ce type de diplôme et autres. Donc je crois qu'il y a un gros travail, et là c'est très clair effectivement, pour que les mentalités changent, pour qu'on dise que avoir un bac pro, avoir un CAP dans certaines filières, c'est porteur d'insertion, c'est porteur d'emploi. Ça peut être aussi un top départ, pas une fin. J'y reviendrai sûrement dans vos questions, hein. Et effectivement, cette valorisation passe par l'engagement de tous. Jean-Rémy Touze, vous avez des difficultés à recruter, effectivement. L'image de l'industrie, elle est mauvaise, et ça se ressent au niveau des recrutements que peut faire Siemens, notamment au niveau des alternants. Non. Non, on n'a pas de difficulté. En revanche, on voit bien quand même qu'il y a une pénurie d'ingénieurs, et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Il y a une bataille de recrutement d'ingénieurs, et on voit bien aussi, en fonction des besoins de l'industrie et de la formation des écoles, que ça va continuer. Elle est déjà en vigueur, elle est forte chez nos cousins allemands, qui ont une vraie pénurie de main-d'œuvre, hein. Donc en France, évidemment, compte tenu du contexte économique, on le sent moins, mais sur le long terme, parce que j'espère bien que l'économie va redémarrer un petit peu, on aura une pénurie. Et la formation par apprentissage, qui chez Siemens effectivement est un petit peu dans nos gènes culturels, elle est importante, y compris pour les ingénieurs. Aujourd'hui, vous avez 6% d'apprentis, c'est ça, en France? On a 6% d'apprentis en France, effectivement. On a les différentes acquisitions qu'on a faites en France. On a récupéré souvent des entreprises qui n'avaient pas du tout de culture du jeune, on va dire, globalement, hein, c'est-à-dire ni stage, ni apprenti, ni rien. Et donc, on s'est forcé de développer une culture d'ouverture à l'intégration de jeunes. Et pour nous, effectivement, l'apprentissage, enfin l'alternance, hein, d'ailleurs, plus que l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on promeut, et qui est une manière pour nous, on ne fait pas ça à titre philanthropique, on fait bien ça pour recruter des jeunes, avec une vraie, pour que nos pyramides des âges soient équilibrées, hein, c'est-à-dire qu'on ne recrute pas des experts, parce que nous sommes des experts sur le marché, nous apportons de l'expertise à nos clients. Donc si on ne fait rien en termes de gestion des ressources humaines, on recrute toujours des gens qui ont plus de 30 ans. Donc la façon de recruter des jeunes, c'est vraiment de prendre des experts et de les former, hein, et de contribuer à leur formation. Et donc l'apprentissage est un excellent moyen de recruter des experts avec un certain niveau, un bagage technique, qui connaissent nos métiers et notre environnement. Et donc c'est pour nous une vraie solution de pré-recrutement. On parlera tout à l'heure de votre politique en matière d'apprentissage. C'est quelque chose de très structuré qui s'occupe aussi des tuteurs. C'est important, les tuteurs. Bruno Gardet, vous êtes donc directeur du CFI. Est-ce que vous ressentez une pénurie de candidats ou une difficulté à attirer des jeunes dans vos formations industrielles? Alors, je crois qu'au niveau des CFA de France et de Navarre, ou en tout cas pour la plupart, on a aujourd'hui un certain nombre de problèmes de recrutement, notamment des problèmes de recrutement qui sont liés à la partie où les filières industrie, mais qui pourraient être aussi dans d'autres secteurs d'activité. C'est une tendance. Si on prend les chiffres de la région Île-de-France, par exemple, les rentrées en apprentissage en 2014 sont en baisse à la fois sur les premiers niveaux de qualification, les niveaux 5, les niveaux 4, mais aussi un peu les niveaux 3. Donc on a effectivement aujourd'hui un peu plus de difficultés qu'on en avait sur les années précédentes. Mais le recrutement est une chose... C'est lié aux difficultés économiques que rencontrent les entreprises? C'est lié alors, à un ensemble de paramètres. Les difficultés économiques sont importantes, mais c'était le deuxième aspect en fait, de mon information, c'est que le recrutement est une chose difficile, parce qu'on sait aujourd'hui que pour fixer un jeune dans une formation, il ne faut pas recruter un jeune, ni deux, mais quelquefois 3, voire 4.
puisqu'en fait, il y a une volatilité aujourd'hui des candidats, il y a une imprécision de la définition des projets professionnels qui fait qu'on n'est jamais sûr de les avoir. On fait du surbooking, on est même allé jusqu'à calculer les taux de surbooking par formation qu'il nous fallait avoir pour être sûr d'avoir un effectif complet à la rentrée. Et quand on a un effectif complet à la rentrée, on n'est pas sûr de le garder toute l'année. Cette volatilité ou cette liberté, entre guillemets, des jeunes, c'est une question de génération ou c'est dû à... Je pense qu'il y a une question de génération. C'est qu'eux-mêmes font peut-être un surbooking de formation ? Bien sûr, mais il y a une question de génération, mais il y a aussi une question pour les plus jeunes. Ce n'est pas vrai pour les post-bac, par exemple, qui ont un projet professionnel plus identifié, qui savent se renseigner, qui savent construire un certain nombre de choses. Mais pour les plus jeunes, et notamment CAP bac professionnel, ils mettent plusieurs fils à l'eau et à un moment, ils font des choix de dernière minute, mais qui peuvent intervenir au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Donc c'est la certitude ou la garantie d'avoir un effectif présent, c'est au mois de septembre que ça se passe. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect que vous évoquiez, c'est la difficulté importante aujourd'hui du placement en entreprise, qui est une chose, effectivement, dans le contexte de crise, qui devient quelque chose d'excessivement compliqué et difficile, et qui devient un marché excessivement concurrentiel, d'ailleurs, puisqu'on est, encore une fois, à peu près tous confrontés à la même typologie de difficultés et de placement, mais aussi de recrutement. Alors, par rapport à ces défis là, que vous listez, quels sont les leviers sur lesquels vous jouez au CFI pour effectivement être meilleur que vos concurrents, donc les autres centres de formation? Alors meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie, quand on a des inscrits, on essaie de les conserver, mais je pense qu'on fait tous ça. On a mis en place un certain nombre de dispositifs qui sont une construction, notamment de procédures de recrutement. On essaie de traiter rapidement les candidatures, on essaie rapidement de passer des entretiens, de leur donner des réponses rapides, de les mettre en contact avec des entreprises. On a aussi des séances de pré-rentrée, c'est-à-dire qu'on fait venir les candidats avant le mois de septembre au centre de formation pour leur faire prendre contact avec un atelier, découvrir leurs enseignants, en fait pour les sécuriser, pour leur donner envie de venir à la rentrée. Et puis une fois qu'on est à la rentrée, on a aussi tout un dispositif d'accompagnement, soit pour les aider à trouver un contrat en entreprise d'une part, mais aussi pour d'aucuns les accompagner dans un certain nombre de choses qui peuvent constituer ensuite des difficultés pour eux-mêmes. Le logement en est une, par exemple. D'aucuns ont aussi des difficultés personnelles et il faut les accompagner. Donc il y a un ensemble de mesures d'accompagnement et qui mobilise les équipes qui est important. Mais je n'ai pas en ça le sens d'être unique et d'avoir développé des choses absolument extraordinaires, innovantes et géniales. Hein. Je crois que simplement c'est de suivre les jeunes. Non, mais l'idée là, c'est de partager ce soir finalement ce qu'on fait, les bonnes pratiques et de sortir effectivement du constat où il y a effectivement le nombre d'apprentis est en baisse et de voir un peu ce qu'on peut utiliser comme levier, solution. C'est pas toujours des grandes innovations, mais c'est aussi l'important, c'est que ça soit efficace. Jean-Pierre Collignon, vous voulez réagir à ces propos ? Oui, j'aimerais réagir parce qu'effectivement, sur les problèmes de l'apprentissage, on en a parlé, hein, on sait pourquoi il y a quelques difficultés et pourquoi il y a quand même finalement une baisse globale du nombre d'apprentis en France depuis 2 ou 3 ans. Simplement, ce que je trouve intéressant, les jeunes ont changé. Il y a une autre sociologie de jeunes et les jeunes sont probablement beaucoup moins... Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, beaucoup moins engagés que par le passé dans les structures et beaucoup plus zappeurs. On le voit même d'ailleurs dans le rembauche en entreprise, ça dépend de la formation. Je pense qu'on a des générations qui, plus facilement qu'avant, n'hésitent pas à changer d'entreprise si ça ne va pas, si ça ne plaît pas, etc. Alors, on peut essayer de lutter contre. On peut essayer aussi, vous savez, c'est le grand débat sur l'orientation, je suis sûr qu'il va venir dans la soirée. Hein, comment faire en sorte que les gamins de 3e sachent bien les études qu'ils veulent faire, le métier, la filière. Comme je l'ai dit l'an dernier, est-ce que nous, on savait quand on avait 15 ans ? Moi, non. Alors, je ne sais pas vous. Et fondamentalement, j'ai l'impression qu'il faudrait beaucoup plus gérer l'instabilité que vouloir chercher la stabilité. Je m'explique. Qu'un gamin arrivant dans un CFA, dans un lycée, dans une filière donnée qu'il a choisie, pas forcément toujours en connaissance de cause, et envie de changer au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, parce qu'il a découvert autre chose ou a fait découvrir, je pense qu'il faut apprendre à gérer ça plutôt que se battre contre ça. Il faut passer d'une logique de structure que moi je trouve complètement archaïque, je le dis comme je le pense, les tuyaux d'orgue des filières, les tuyaux d'orgue de la voie pro, les tuyaux d'orgue effectivement de la voie générale, plutôt sur un système souple où on va essayer de gérer le changement. On commence par un bac pro bidule,
module. Au bout de 2 mois, on voit que ce n'est pas notre truc. Comment faire pour lui permettre effectivement d'aller vers le bac pro qu'il aura choisi? On commence par la voie pro. Au bout d'un an, on a pris un peu de vitamine. On peut aller vers le général ou dans l'autre sens, pourquoi pas. Et j'avoue que ça fait partie des choses que je porte à l'heure actuelle, les logiques de passerelle. Essayer d'être beaucoup moins rigide, beaucoup moins tuyau d'orgue et gérer beaucoup plus le changement que vouloir absolument chercher à tout craindre des stabilités invraisemblables. C'est un énorme chantier. Absolument. Jean-Rémy Touze, quel serait le rôle de l'entreprise finalement pour aider effectivement et renforcer finalement les effectifs du nombre d'apprentis? Alors, vous disiez vous avez 6% d'apprentis, vous les embauchez pas tous chez Siemens France? Non, on les embauche pas tous, effectivement. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas ça à titre philanthropique, donc c'est une vraie démarche de pré-recrutement. Néanmoins, on considère aussi, c'est quelque chose d'assez valorisant pour les tuteurs et les cadres qui sont... c'est quelque chose, nous devons participer à la formation des jeunes. Donc c'est comme ça qu'on conçoit aussi notre rôle. Et nous avons tout un réseau de PME avec qui nous travaillons. Et notre rôle, c'est aussi leur apporter des jeunes qui sont formés. Et donc, lié à cela, je vais faire une petite minute de publicité. Nous avons développé une plateforme qui s'appelle Engagement Jeune, qui en fait est une plateforme de partage d'apprentis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont destinées à ce que les grands groupes mettent leurs apprentis dans cette plateforme, ceux qui n'embauchent pas. Et cette plateforme est faite pour les PME. Donc, puisque beaucoup de grands groupes embauchent, 50%, quelquefois même moins. Donc, c'est une plateforme de partage. D'accord, d'apprentis qui sont en fin de cycle. Voilà, et donc les directions des ressources humaines sont appelées à proposer à leurs apprentis qu'ils ne recrutent pas de s'inscrire sur cette plateforme, donc de remplir leur CV, d'indiquer le nom du tuteur de telle manière à ce que la PME puisse aussi se renseigner auprès du tuteur. Et voilà, donc c'est les grandes entreprises qui financent cette plateforme, donc une petite cotisation de 2 000 €. Et ensuite, on met à disposition cette plateforme pour les jeunes. Et on travaille avec Pacte PME, qui est une association de PME. Et on essaie de faire la promotion de cette plateforme. On a fait ça à travers l'AFEP, qui est une association d'entreprises. Voilà, donc je voulais simplement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. C'est une plateforme qui a démarré il y a 1 an. Il y avait déjà beaucoup d'entreprises françaises. Ça marche ? Oui, ça marche. On a aujourd'hui plusieurs milliers d'apprentis sur cette plateforme. Donc on essaye de faire un peu de publicité lors des événements comme ça pour que les entreprises, d'autres entreprises, grandes entreprises rappelez le nous nom du rejoignent. Site. C'est Engagement Jeune. Engagement Jeune, on tape sur Google, on tombe dessus. Vous trouvez dessus, okay. Voilà. Et donc vous trouvez les coordonnées s'il y a une entreprise qui est intéressée de nous rejoindre pour adhérer. Donc ça, c'est quelque chose, vous êtes regroupé avec d'autres groupes, mais vous avez aussi une politique maison, je dirais, qui est assez... moi, j'ai trouvé remarquable en tout cas. Je ne sais pas si elle est remarquable, mais elle est bien inscrite dans nos gènes. En tout cas, toutes les entreprises n'en ont pas. Donc, voilà. Voilà, donc on est... Question de Louis Gallois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent sur la plateforme pour chercher des gens? On fait la promotion de ça. Donc pour l'instant, on n'a pas encore... On est en train de concevoir le site pour avoir des statistiques et de voir combien d'embauches sont faites via le site. Enfin, l'objectif, c'est qu'à la fin, le jeune trouve du travail. Est-ce que c'est via le site ou pas? L'objectif, c'est qu'on arrive à échanger les CV et créer du mouvement. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de statistiques très fiables, mais on est en train de concevoir le site pour avoir un petit peu de vision. Donc, en tout cas, voilà, c'est une démarche de plateforme d'échange avec les PME et on espère qu'on va pouvoir développer cette action. Alors, en interne, effectivement, on a une politique. L'apprentissage, pour nous, fait partie d'une politique jeune qui est assez organisée. On a des campagnes, à des moments où on définit avec les managers sur quel type d'activité ils vont pouvoir mettre des apprentis. Donc, c'est quelque chose d'assez structuré, comme pour une campagne de recrutement classique. Donc, après cette campagne, on lance les offres, on lance toute une démarche de recrutement et ensuite, on forme, et c'est ça qui est important aussi, c'est la promotion du rôle de tuteur.
en interne. L'apprentissage, je dirais, c'est un métier hein, d'organiser l'apprentissage. Il faut que l'entreprise ou la division ou le BU soit organisé pour accueillir. Donc on peut avoir dans des grosses structures des gens quasiment dédiés à ça, ou des tuteurs qui vont consacrer une grande partie de leur temps à encadrer des jeunes, ou simplement quelqu'un qui fait ça à temps partiel puisqu'il a 1 ou 2 apprentis dans son service. Mais c'est important de les former. Donc on a une formation et on valorise ça en interne. À la fin de chaque année, les apprentis remettent un diplôme à leur tuteur et on fait une petite cérémonie pour remercier les tuteurs. Et donc, voilà, on donne en quelque sorte un élément de gratification. Et globalement, c'est quelque chose qui est assez bien perçu. On a beaucoup de managers, de cadres qui sont très contents de faire cette démarche. Alors, on les laisse assez libres là-dessus. Il y en a certains qui disent, bon, moi, cette année, je peux pas. Mais globalement, on a un taux d'adhésion et de reprise de cette fonction de tuteur qui est assez bonne. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Et on essaye de valoriser cette action, y compris sur le rôle social, parce que c'est aussi ça qui fait venir des cadres qui ont envie de prendre des apprentis, pas uniquement sur l'aspect comme ça tu vas le récupérer. Il y a aussi ces 2 aspects sur lesquels il faut jouer et qui sont quelque chose de motivant. Vous me disiez aussi que vous faisiez des campagnes internes de com presque pour voilà, inciter à jouer le jeu de l'apprentissage. Absolument. Ouais. On a différentes actions de communication. Alors notamment quand une entité n'estime n'a pas cette culture, on fait des actions de communication, de sensibilisation, de formation à la démarche en expliquant le pourquoi. Donc on a tout un plan de communication qui est porté au plus haut niveau de l'entreprise par la direction générale et qui s'investit personnellement dans les événements qu'on crée autour de l'apprentissage pour montrer l'importance. Ce n'est pas uniquement porté par la DRH, c'est vraiment qu'elle est portée par la direction. Je voudrais redonner la parole à Nicolas Royer. Nicolas, quand vous êtes rentré la première fois au centre d'apprentissage, est-ce que vous avez eu comme certains des jeunes qui peuvent aller au CFI, des hésitations pour y aller? Vous avez la tentation de changer? Est-ce que on n'a pas du tout évoqué ce point-là tout à l'heure? Alors, effectivement. L'opportunité que j'ai eue, c'est que le lycée Airbus aujourd'hui forme des jeunes à plusieurs métiers. Des mécaniciens cellules, des électriciens, des chaudronniers et des tourneurs-fraiseurs. En fait, ce qui est organisé, c'est dans le premier trimestre de la première année scolaire, en fait, il y a un système de passage sur les différents métiers pour voir les aptitudes de chaque élève, en fait, et afin que chaque élève puisse faire un souhait sur la formation et le diplôme sur lequel il veut aboutir. Bien entendu, il y a des contraintes qui sont liées aux personnes, puisque certains sont plus doués pour appréhender la matière sur une partie manuelle, comme les chaudronniers, qui est plutôt un métier d'artiste, où là on essaye de détecter le plus tôt possible les gens qui, avec un marteau, sauront nous former nos plus beaux avions. Et donc ça permet, à partir de ce premier trimestre-là, de laisser les jeunes se positionner sur le métier qu'ils souhaitent faire. C'est un peu la logique de passerelle que vous évoquiez. Tout à fait. Ouais. Donc oui, vous avez fait le tour. Ouais, c'est ça. Vous avez pu vraiment faire un choix en conscience, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ouais. C'est au-delà de la formation professionnelle, du choix de la voie professionnelle, le choix du métier restait également à faire en intégrant, moi, dans mon parcours, le lycée Airbus. Oui. Et deuxième question, Nicolas, je voyais acquiescer quand Jean-Rémy Touze parlait des tuteurs et de l'importance des tuteurs. Vous acquiesciez, donc je pense que vous avez eu des tuteurs qui vous ont marqué peut-être, ou qui vous ont permis de progresser un peu plus que ce que vous pensiez peut-être au départ. Oui. Il y a 2 parties pour moi, effectivement. Il y a le choix des tuteurs qui est très très important, et il y a la fonction du tuteur qui est pour moi primordiale. Je suis maintenant manager aujourd'hui en production. Mettre un jeune en apprentissage avec un tuteur, c'est l'élément clé de la réussite de ce jeune. Puisque c'est un petit peu ce que j'expliquais dans la formation, au-delà de la formation professionnelle, c'est ce qui va donner les bases de la vie et du comportement de l'élève. J'y suis passé, j'ai pu l'apprendre. J'ai justement des tuteurs qui avaient, je me souviens,
un très fort caractère à l'époque, et qui me disait jeune, ça tu touches pas, jeune, ça tu fais pas, jeune, là il y a la ligne. De leurs mots à eux. Mais c'est ça qui est intéressant. Et c'était bien, comme ça. C'était bien, et c'était bien. C'était même très très bien. Merci Nicolas. Sur le rôle que peut avoir l'école, on est passé vite fait, vous avez dit qu'il ne faut pas tout mettre sur l'école, etc. Mais enfin, il y a quand même un rôle, vous le disiez, c'est un peu cloisonné, il n'y a pas de passerelle. Quels peuvent être les rôles du côté de l'école Jean-Pierre Collignon pour permettre aussi, parce qu'il y a quand même une question aussi de culture chez les professeurs, quand même, au collège notamment. Bien sûr, absolument. Enfin, au collège, il se trouve, j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes, là, que j'ai la chance de piloter encore cette année une mission interministérielle sur justement les relations monde économique, système éducatif, en y intégrant d'ailleurs l'enseignement supérieur et la recherche. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, un des constats, c'est que, j'ai envie de dire, c'est surtout les professeurs d'enseignement général de collège et du lycée général, beaucoup plus que sur la voie professionnelle qui pose problème. Alors, justement, si on veut changer l'image de l'industrie et des métiers, si on veut attirer des jeunes un peu plus vers ces métiers-là, il faut déjà effectivement que les enseignants eux-mêmes, même plus que les enseignants, l'ensemble des personnels, c'est-à-dire les enseignants, tous les personnels d'éducation, d'orientation, les chefs d'établissement, enfin tous les acteurs du système éducatif, aient eux-mêmes une lisibilité sur les métiers et sur l'industrie, et les métiers d'ailleurs tout à fait en général. J'ai une tendance de temps en temps à dire que malheureusement, beaucoup trop d'enseignants, mais pas le reprocher, c'est le système qui est comme ça depuis longtemps, hein, ont passé leur vie uniquement à sauter le bureau, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont passés du statut d'élève au statut de prof et n'ont pas eu l'occasion effectivement d'aller dans l'entreprise, d'aller dans l'industrie. Et pour beaucoup d'ailleurs, le vrai problème, c'est pas une opposition, bon il y en a bien forcément, c'est pas une opposition, c'est d'abord surtout le fait qu'ils ne connaissent pas. Alors parmi les enjeux, moi qui me semblent des enjeux majeurs pour améliorer les choses, c'est déjà faire en sorte que l'ensemble des personnels ait effectivement un minimum de culture d'entreprise d'industrie en les y envoyant, que ce soit dans la formation initiale, que ce soit la formation continue. J'ai pris en responsabilité une structure cette année qui s'appelle le CERPEP, qui a vocation à envoyer des centaines de profs effectivement en entreprise chaque année. Initialement, ça concernait que les profs d'enseignement général. La nouveauté que j'ai introduite, maintenant, ça concerne effectivement tous les personnels, même des inspecteurs d'ailleurs, qu'on envoie en entreprise, parce que aussi, ça vaut le coup de réviser de temps en temps. Et je crois que fondamentalement, je suis sur une discussion en ce moment avec ce qu'on appelle les SP, vous savez, les nouveaux IUFM pour la formation de l'ensemble des personnels enseignants, pour faire en sorte que dans les masters, dans la formation initiale des profs, et pas que les profs de la formation professionnelle ou technologique, pour tous les profs, il y ait du temps d'entreprise, il y ait des interventions et qui se prolongent après de façon la plus régulière possible, effectivement, pendant leur vie professionnelle. Ça fait partie des challenges en cours, pour ne parler que de ça. Pensez qu'on peut le relever ? J'ai commencé. Je vous dis honnêtement, ça fait plusieurs années maintenant qu'on parle d'apprentissage et à chaque fois on pointe ça, et ça bouge peu. Ça bouge pas presque. Alors ça bouge peu, ça bouge pas. Vous avez raison. Je crois qu'il y a un vrai problème aussi de culture. Moi, j'ai commencé d'ailleurs, pardonnez-moi de le dire comme ça, à intervenir dans ces nouveaux organismes de formation de profs, en disant attention, j'ai peur qu'on ne forme pas des profs de la formation professionnelle, qui doivent d'abord, avant de faire de la pédagogie, de la didactique, des sciences de l'éducation, maîtriser le geste qu'ils doivent apprendre aux élèves. Ça semble tellement évident. Donc fondamentalement, c'est sûr qu'on a des systèmes qui oublient fondamentalement, trop souvent, la formation professionnelle, l'enseignement technique, même pour faire des profs de la voie pro. Alors évidemment, pour faire piger qu'il faut aussi envoyer les profs de maths et les profs de français d'entreprise, c'est un peu compliqué. Enfin, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, on y arrive, on le fait, ça se développe. Cette année, par exemple, on est passé en une année de quasiment personne en France de l'enseignement général qui n'allait en entreprise. Cette année, je vais envoyer environ déjà 1500 profs d'enseignement général en entreprise. C'est un départ, et puis l'idée, c'est d'amplifier tout ça. Il faut aussi des entreprises d'accueil. On a des grands partenaires que je connais et que je reconnais pour les accueillir. Je crois qu'il faut le faire. Allons-y. Jean-Rémy Touze, le rôle de l'école dans la revalorisation des voies professionnelles? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, c'est vrai que le constat est pas très favorable de ces dernières années. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on valorise la filière professionnelle qu'il faut dévaloriser un certain nombre de points forts français. Notamment, on parle des grandes écoles, on dit toujours la filière générale et les grandes écoles. C'est un atout, c'est un plus pour la France, je peux vous le dire. Il y a des très bonnes écoles d'ingénieurs en France.
et il ne faut absolument pas les dévaloriser. Par contre, je pense qu'il faut simplement qu'on valorise, à l'inverse, une filière professionnelle qui peut être tout à fait parallèle. Moi, je vous disais, quand on a fait j'ai étudié pas mal le sujet de l'apprentissage, y compris en Europe. J'ai eu des fonctions européennes juste avant de prendre la France. Et j'ai été frappé par un modèle qui n'est pas tellement allemand, parce que les Allemands sont aussi très élitistes, contrairement à ce qu'on croit. Le docteur en Allemagne, c'est quelque chose d'important. Mais sans doute les choses les plus différentes de la culture française, c'est le modèle suisse. Le modèle suisse, vous savez combien il y a de bacheliers en Suisse ? 7%. 7% de bacheliers. Pour autant, c'est quand même une économie qui est assez performante. Pourquoi ? Parce que les Suisses qui font le bac, c'est pour faire ensuite des études, de la recherche et de l'enseignement. Tout le reste, ils vont dans une filière professionnelle. Et chez un Suisse, c'est normal. Donc, voilà. Et donc chez nous, l'ensemble de l'encadrement au plus haut niveau, en Suisse, ils ont fait la filière professionnelle. Et donc, donc je pense que ce n'est pas du tout un problème de compétitivité, c'est vraiment un problème culturel. Donc c'est à nous de changer, effectivement, de comprendre qu'il y a un modèle qui est différent. Le rêve de l'enseignement général, je pense qu'il y a un petit peu un leurre. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même globalement un constat d'échec, hein, cette espèce de poussée de tout le monde vers l'enseignement général, le bac généraliste. Ça ne marche pas, on le voit bien. On baisse globalement le niveau comparatif par rapport à d'autres. Donc il faut vraiment qu'on prenne ça à bras le cœur. Et d'autant plus qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'enfants et de jeunes en souffrance, hein. On les pousse. Et ils ne sont pas heureux, hein. Donc il y a en plus on va dire, de la souffrance. Donc c'est double perdant, hein. C'est pour l'économie et pour les jeunes. Il y a quand même beaucoup d'échecs, hein, qu'on pourrait orienter beaucoup mieux et beaucoup plus tôt. Vous nous gardez, vous êtes d'accord donc avec ce constat ? Je suis d'accord avec beaucoup de choses que j'ai entendues là. Bien évidemment, l'immersion des enseignants dans le secteur de l'entreprise est indispensable. Vos enseignants ont tous eu une expérience professionnelle ? Nous, statutairement, ils doivent le faire normalement tous les 5 ans. Alors, le normalement a son importance, c'est-à-dire que le rôle d'une direction ou le rôle des responsables est aussi là prégnant. C'est-à-dire il faut rappeler quelquefois à certains enseignants qu'ils se doivent de réinvestir sur leurs compétences métiers, sur leur connaissance du secteur. Il y en a qui spontanément iraient tous les ans, c'est-à-dire ceux qui restent très attachés à leur ancien environnement professionnel. Alors nous, ce qu'on essaie de dire, en tout cas moi ce que je dis aux enseignants, et on recrute un certain nombre de professionnels, c'est oublier peut-être un peu que vous avez été un professionnel, donc ne formez plus tout à fait de la même manière, mais surtout essayer de jamais devenir un vrai prof. Avec les travers qu'on peut éventuellement leur connaître. L'exercice est assez difficile d'ailleurs, hein. La ligne est assez fine. Donc ça, c'est un des éléments qui est d'importance. J'ai écouté tout à l'heure souligner le rôle du tuteur. C'est absolument primordial dans la réussite, dans le cas de la réussite qui est celle de l'apprentissage et de l'apprenant. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'apprenti, c'est celui à qui on doit permettre de faire le chemin et de pouvoir s'insérer professionnellement avant tout. Alors ça pose aussi la question, je rebondis sur vous, où est-ce que le poids du diplôme en France n'est pas trop important par rapport à la réalité des compétences et à la réalité des compétences dont les entreprises ont besoin, pas forcément Nicolas a passé un diplôme pour valider finalement des compétences acquises. Il y a cet élément-là. J'imagine dans l'idée de se dire un jour, si ça marche moins bien chez Airbus, je pourrais... Bien sûr. C'est tout à fait ça, oui. C'était ça aussi l'idée, hein. Au-delà du fait de l'enrichissement personnel, c'est vraiment mettre... un niveau scolaire sur un niveau professionnel, si jamais, on ne sait jamais, un jour, Airbus venait avoir des soucis et que j'ai à me retourner et à trouver du travail ailleurs, effectivement. Et peut-être, dernier point, pour ne pas être trop long, mais qui me semble aussi d'importance pour rebondir sur ce que vous disiez, et notamment sur le poids ou cette tendance à tout le monde bachelier. Alors après, quel niveau du bac, on pourrait s'interroger aussi, mais ce qui pose le problème, c'est qu'on retrouve, nous... Et on voit revenir vers la voie professionnelle des jeunes qui ont fait un bac ou qui ont fait un bac plus et qui à un moment ne trouvent pas de solution pour leur vie réelle et concrète et à ce moment-là reviennent pour solliciter des formations, y compris de niveau 5. Donc il y aurait peut-être au niveau de l'orientation des réflexions à avoir et à conduire pour peut-être éviter d'embouteiller certaines filières générales et peut-être permettre à des filières professionnelles de se développer un peu plus facilement. Ouais. Jean-Pierre Collignon.
Oui, alors moi je voudrais effectivement réagir à ça. Je trouve qu'un des problèmes, alors après j'essaierai de le dire en positif, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que dans ce pays, au niveau des études, après la troisième, il faut faire tout de suite, très vite, et puis trouver un boulot, et puis après quasiment, à peu de choses près, il y a la formation professionnelle continue, bien sûr, mais c'est fini. Je crois que fondamentalement, et vous en êtes exemple, je crois qu'il faut qu'on apprenne des choses, qu'on apprenne effectivement dans ce pays à commencer par exemple par un CAP ou par un bac pro, qu'on apprenne à aller travailler 3-4 ans, puis revenir en formation comme dans certains pays, arrêter avec cette course du tout de suite, très vite, parce que ce que vous dites, c'est exactement ça. Des jeunes ont fait tout de suite très vite, sans aller jusqu'à une licence, puis se rendent compte que ça les amuse pas du tout, et ils reviennent, je vais régulièrement à l'école Boulle, je sais que c'est un peu particulier, ils reviennent faire un CAP d'ébénisterie après, parce qu'ils se sont rendus compte que cette course-poursuite très vite devant les a amenés à un truc qui ne les amuse pas du tout. Donc je crois qu'il y a cette logique-là. Alors entre parenthèses, je voudrais tant qu'être positif, normalement on devrait sortir très rapidement des textes, je sais que les textes ne font pas tout, mais ça aide quand même, sur effectivement le retour en formation au niveau du système éducatif, donc permettre que des gens, après 3-4 ans d'expérience professionnelle, puissent réintégrer une formation. L'autre point qui me semble aussi inquiétant... Ça veut dire vous allez faire sauter... Il y a des barrières d'âge parfois qui sont... Oui, exactement, comme dans certains pays. Et puis un autre volet qui explique cette course-poursuite, pardonnez-moi, alors j'ai presque un devoir de joker, je vais le dire positivement, qu'on comprenne bien, c'est à mon avis des enjeux politiques mal compris. Cette course-poursuite en avant est quand même encouragée. Vous avez pris l'exemple de la Suisse. N'oublions pas que quand même le système national, le système éducatif français a décliné quand même des directives européennes avec un affichage de 80% d'une génération au niveau bac. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, 50% d'une génération au niveau du sup. Donc c'est vrai que c'est très facile quand vous êtes dans un collège, principal de collège, que vous avez des élèves bons ou standards, de les booster pour aller très vite vers le sup pour tenir un petit peu ses obligations nationales. Surtout que généralement, quand vous allez voir votre recteur et si d'une année à l'autre vous vous rendez compte, il se rend compte que vous avez envoyé plus de jeunes vers la voie pro et que les statistiques effectivement sont dans sa vision politique à lui plutôt négative, le dit principal de collège, pardonnez-moi, va se faire un petit peu remonter les bretelles, comme on dit quelquefois. Donc fondamentalement, il y a quand même des enjeux politiques beaucoup mal compris dans ce pays, avec cette histoire de tuyaux d'orgue et du tout de suite qui aboutissent à ce genre de choses, à pousser des gens le plus vite possible vers des études plutôt longues, ce qui peut sembler quand même dans un premier temps très cohérent par rapport à des objectifs politiques. Et alors ces objectifs politiques, vous les connaissez, hein, ils ne dépendent ni de droite ni de gauche, hein, ils existent depuis longtemps, ils ont connu plusieurs gouvernements, mais n'empêche que ça n'a rien changé sur effectivement cet affichage politique. Et ça interpelle. Sûrement que dans certains pays, on n'affiche pas 50% d'une génération titulaire de diplôme d'enseignement supérieur. Et au pays de Siemens, le diplôme, c'est important, Jean-Rémy Touze ? Alors, au pays de Siemens, le diplôme, c'est important. Pourquoi ? Parce que le diplôme qualifie, est une garantie pour nous d'un corpus de connaissances. Donc, c'est quelque chose d'important. Maintenant, le diplôme, après 20 ans de carrière, c'est pas ça qui est forcément important. Et c'est quelquefois un peu le travers qu'il peut y avoir en France, c'est que quand quelqu'un part à la retraite, on cite encore son diplôme parce que justement il a un diplôme assez valorisant. C'est assez étonnant. Voilà. Donc ça c'est. Mais encore une fois, je pense il est important qu'on nivelle pas par le bas. On a des très bonnes grandes écoles. Il faut les conserver, les valoriser et les soutenir. Voilà. Mais ensuite c'est la carrière et c'est ça qu'on regarde aujourd'hui dans les people review, enfin les revues de personnel qu'on fait, on ne regarde plus les diplômes lorsque ce sont des gens expérimentés. Donc ce n'est même pas une donnée qu'on pose de savoir si c'est un ingénieur de classe 3 ou c'est un polytechnicien. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde ce qu'il a fait, ses compétences, son potentiel. Et voilà, donc c'est ça qui nous semble important. Donc diplôme très important, c'est une photo. Et voilà, dans la carrière, il y en a plein d'autres photos. Hein. Merci à tous les quatre. Je vous propose de passer à une quatrième séquence de ce débat. C'est l'échange avec vous, avec l'ensemble des personnes présentes. J'imagine qu'il y a des questions, des remarques, peut-être des expériences positives ou négatives. On est là ce soir pour échanger, se donner des idées finalement, pour voir comment on peut effectivement améliorer l'image, flécher plus de parcours effectivement vers la voie professionnelle. Donc voilà, la première question est toujours la plus difficile pour les témoignages. Monsieur, je vous demande juste de vous présenter et vous d'attendre le micro pour parler, pour que tout le monde vous entende bien, et de vous présenter.
Allez-y. Oui, bonsoir, Yves Réby, je suis enseignant en logistique et supply chain management et en transports internationaux. Ma question s'adressait à Jean-Pierre Collignon. Si je pousse votre raisonnement, enfin, les prémices de votre raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faut qu'on casse la sacro-sainte année scolaire pour en faire plutôt des trimestres avec des points de passage intermédiaires ou des semestres? C'est une question d'organisation. Alors, c'est vrai, je ne sais pas par rapport à quel propos j'ai pu tenir, vous avez cette idée, mais si je parle, par exemple, à cette histoire, ce qui a été décrit d'ailleurs tout à l'heure... Je pense que c'est par rapport à l'idée des passerelles. Oui, par rapport aux passerelles. Alors, je sais que c'est une logique de semestre, mais ça veut dire laisser un temps significatif, en particulier au début de la formation. Par exemple, si on prend un bac pro, la première année de seconde, on peut très bien imaginer laisser de septembre à fin décembre, 3 mois, pour que les jeunes essayent tout type de formation, fassent d'ailleurs des micro-stages en entreprise, mais des stages de découverte, et ne faire le choix définitif de telle ou telle filière qu'après, effectivement, ce trimestre d'expérience, d'essai, qui permet effectivement de conforter un choix, plutôt que se battre impérativement pour qu'ils restent dans ce qu'ils ont choisi en début septembre, et qu'au bout de 2 mois, ils décrochent et qu'on n'y retrouve plus, qu'ils soient dans la nature. Voilà. Merci. Merci. Oui. Bonsoir, Katharina Erhardt. Je travaille pour Kohler Consulting et Coaching. Notre étude actuellement, c'est sur Industrie 4.0 et l'usine du futur en France et en Allemagne. Et j'ai une question qui concerne la formation professionnelle de l'avenir, parce que nous avions l'occasion de parler avec plein de chefs d'entreprise en Allemagne qui nous ont dit qu'un problème en ce moment, c'est que tant que la production devient de plus en plus numérisée, que la production change, que les produits changent, on a d'un côté les gens qui sont formés en numérique et de l'autre côté, on a les ingénieurs, les techniciens. Et en fait, ils parlent deux langages différents, ils ne se comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas très bien à développer, à transformer les entreprises. Est-ce qu'il y a déjà des efforts qui sont faits? Est-ce que c'est un problème qui est reconnu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux agir dans ce... Industrie 4.0, donc transformation numérique et industrie et technique de production. Est-ce que nos formations sont adaptées à ces enjeux qui sont déjà dans les usines? Je vous invite à lire le dossier de l'usine nouvelle de la semaine dernière. 30 pages sur l'usine du futur en disant qu'elle est déjà là. On a été visiter plusieurs usines dans le monde, donc voilà, vous aurez déjà un certain nombre d'enseignements là-dessus sur la réalité de l'industrie 4.0. Sur la formation, j'aurais mis tous vous y répondre. Alors, oui, je confirme, c'est tout à fait une problématique que nous avons, qui n'est pas spécifique à l'Allemagne, qui est aussi tout à fait vrai en France. La compréhension de la problématique, on va dire, de la conception logicielle, pour un ingénieur qui a fait toute sa carrière, on va dire, dans la mécanique, derrière, plus globalement, pour un manager d'appréhender la gestion de son organisation et notamment de ses flux informatiques et de sa gestion informatique, c'est quelque chose effectivement qui est fondamental. On a souvent des problèmes d'informatique parce que justement, on a des managers qui n'ont pas cette culture de base. On ne demande pas des experts, mais qui n'ont pas cette culture. Et donc, du coup, ils délèguent à des informaticiens qui ne connaissent pas les métiers. Et à la fin, on arrive à des monstres. Donc oui, c'est une problématique tout à fait pertinente. Et avec les nouveaux outils qui arrivent, il y a en plus effectivement des problèmes de cybersécurité, des problématiques nouvelles qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années dans l'industrie. Donc c'est quelque chose de très important. Donc pour nous, c'est effectivement un axe important de notre politique de formation interne. Et c'est aussi un axe pour nous de développement de business. Voilà. Jean-Pierre Collignon. Oui, mais alors justement, ça m'amène à dire 2 mots sur la façon dont on crée les diplômes de l'éducation nationale donc en France. Vous savez, ces diplômes sont créés dans des CPC, justement avec des professionnels. Alors, je ne vais pas vous faire une grande tirade sur les représentations, les représentativités, mais par rapport au thème que vous dites, là, je suis par exemple à l'heure actuelle en train de piloter la rénovation d'un baccalauréat professionnel qui s'appelle ELEC, et dans lequel, effectivement, nous introduisons à l'heure actuelle toutes les nouvelles techniques, le concept Industrie 4.0 est prévu dedans, tout ce qui tourne autour des objets connectés, la robotique, la communication entre les systèmes, effectivement, est dans ce baccalauréat professionnel. Et donc, on travaille avec une représentation... Alors, j'allais y venir.
Entre parenthèses, il y a des acteurs de Siemens France qui sont en groupe de travail, hein, vous le savez bien. Alors le vrai débat, effectivement, derrière, c'est qu'au moins on va donner le top départ en termes de référentiel. Tout le boulot qu'il va y avoir, et on revient au débat précédent, ça va être de progressivement de mettre à niveau effectivement les enseignants par rapport à ça. Je peux vous dire que généralement, personne n'y est complètement ou à zéro. Hein, je crois que c'est clair, il y a des gens qui ont un certain niveau de maîtrise et de compétences autour de ça. Et l'objectif, justement, c'est de les former, ce qui me ramène un peu à cet organisme de la responsabilité qui aussi propose des stages en entreprise pour les gens de la voie professionnelle liés aux rénovations de diplômes. Ça veut dire que je suis en train de travailler avec des acteurs, justement, comme Siemens, comme Schneider, comme les autres, pour qu'au moment où ce diplôme sera officiel, c'est-à-dire à la rentrée de septembre 2016, on ait envoyé en temps significatif des profs en entreprise qui vont enseigner dans ces concepts-là. Vous avez adapté vos formations, vous, Bruno, ou en tout cas vous réfléchissez à les adapter à ces nouveaux enjeux? On fait plus que réfléchir, on adapte bien sûr les formations. Alors, dans l'adaptation des formations, il y a 3 éléments. Il y a le programme d'une part, il y a ensuite les équipements et enfin il y a les enseignants. Et je dirais il y a un 4e opérateur qui, dans le cadre de l'alternance, est excessivement important, c'est l'entreprise. Parce qu'il y a une partie des apprentissages qui se font bien sûr en milieu professionnel. Donc ça nous permet d'avoir cette ressource-là. Alors aujourd'hui, sur les équipements, en travaillant en relation avec les branches et sur les métiers qui sont les nôtres, on arrive à entretenir nos niveaux d'équipement et avoir du co-investissement ou même du tri-investissement, c'est-à-dire avec du financement régional, du financement structure, mais aussi de l'accompagnement ou de la mise à disposition de matériel par les branches professionnelles. Ensuite, au niveau des enseignants, on essaie là aussi d'avoir un plan d'action, un plan de formation annuel sur lesquels on priorise les choses. Alors, il y a un certain nombre de choses qui relèvent des domaines des habilitations, par exemple, ou des qualifications, si on veut dispenser certaines formations. Et enfin, de la compétence ou de la connaissance. Alors, on n'a pas la possibilité d'adapter chaque année 100% de l'effectif aux évolutions, bien évidemment. Donc on compte après sur un retour d'expérience interne, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu la chance d'aller en formation, eh bien, qui fasse un retour vers ses collègues. Alors on peut même aménager à ce moment-là des espaces-temps dans lesquels la personne formée transfère un peu et diffuse en interne. Voilà. Mais ça va très vite et pour suivre tout ça, effectivement, c'est beaucoup de vigilance. Nicolas, vous avez été formé à ces nouvelles technologies numériques, technologies de production, Industrie 4.0. Vous êtes formé par Airbus autour de ça? Alors, je sais que votre entreprise est plutôt à la pointe sur ces sujets-là. Mais... Oui, effectivement. Effectivement, on a pas mal évolué sur ce sujet-là. Dans ma formation initiale, il y a 20 ans, non, pas du tout. Pour vous dire, pas du tout. Par contre, c'est vrai que de nos jours, il émerge de nouveaux métiers, notamment dû à ce qu'on appelle le big data, par exemple, à donc cette usine numérique. Et effectivement, on est formé, alors je ne vais pas dire au quotidien, mais il y a des sessions régulières de formation à tout niveau de l'entreprise, de l'opérateur au manager, à un petit peu tous les niveaux, pour justement essayer de suivre au plus près ces nouvelles technologies qui sont en train d'émerger et de changer tous les profils de poste que l'on voit et que l'on a connu et qu'on connaîtra demain, en fait. Puisque tous les métiers évoluent. On parlait de chaudronnier tout à l'heure. Un chaudronnier d'il y a 20 ans et un chaudronnier dans 10 ans, le métier de base de tenir un marteau pour former de la tôle sera forcément le même. Par contre, la façon d'arriver sera complètement différente. Aujourd'hui, on demande à un chaudronnier de savoir manier des logiciels de conception assistés par ordinateur, par exemple, chose qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Donc tout ça, il faut l'apprendre et donc se former, oui. Merci Nicolas pour ce témoignage. Louis Gallois, vous voulez réagir? Oui, bonjour. Louis Gallois, donc PSA. Et président de la fabrique, co-président de la fabrique avec Denis Rank. Une question et un sujet à soulever. La question, c'est pour M. Collignon. Comment embarquer les corps enseignants des lycées professionnels dans l'apprentissage? Ils considèrent l'apprentissage comme un ennemi, comme un concurrent qui leur pique une partie de leur clientèle. Et comme les effectifs de l'enseignement professionnels sont en baisse, c'est pour eux un vrai sujet. Comment les embarquer là-dedans? Comment faire qu'ils considèrent l'apprentissage comme un ami et non pas comme un ennemi, un partenaire et pas un concurrent? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième remarque, c'est tiré d'ailleurs partiellement de votre rapport sur les obstacles non financiers à l'apprentissage.
je crois qu'on n'insiste pas assez, on ne se place pas suffisamment du point de vue de l'apprenti. C'est un jeune qui n'a pas de relation. Il faut parfois qu'il trouve lui-même son entreprise. Il n'a pas le réseau qui lui permet de la trouver. Et alors, il peut aller courir de la chambre de commerce à la chambre des métiers, à la région, etc. Mais enfin, il a 16 ans. Hein. Il a 16 ans, il a 17 ans. C'est très difficile pour lui. Deuxièmement, son logement. L'entreprise n'est pas à côté du CFA ou du domicile de ses parents. Donc, il a 3 localisations. Il a sa structure de formation, il a l'entreprise et il a le logement de ses parents. Comment on résout ce problème? Parce que ça, c'est un problème qui est très bloquant. Le troisième, c'est les coûts de transport. Il n'arrive pas à se payer les transports entre les 3 localisations. Et je pense qu'on regarde trop l'apprentissage du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de l'éducation nationale ou du point de vue des structures de formation. On ne le regarde pas assez du point de vue du vécu de l'apprenti et des difficultés qu'il a à accomplir son cursus, difficultés matérielles. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point? Merci Louis Gallois. Alors sur cette dernière question, on va commencer par la dernière. Qui veut répondre sur la manière effectivement d'aider les apprentis? Oui, Bruno. Alors sur une expérience personnelle et peut-être une certaine chance en termes de moyens, on a, nous en structure, un accompagnement, ce qu'on appelle un accompagnement à la vie scolaire et avec notamment des assistantes sociales intégrées. Donc je pourrais vous dire par exemple, et pour corroborer ce que vous dites, c'est qu'on a à peu près 30% des effectifs qui sont suivis, soit dans le cadre d'une médecine scolaire qu'on a quand même maintenue, bien qu'étant dans le domaine de l'apprentissage. Ça, c'est une décision de la Chambre de commerce et d'industrie de région et de la direction de l'enseignement. On a des infirmières, mais l'éducation nationale les a aussi. Mais il y a un accompagnement humain tout au long de l'année et qui traite d'un ensemble de problèmes qui peuvent être personnels, qui peuvent être financiers, qui peuvent être quelquefois d'autres ordres, des problèmes d'addiction, des problèmes de santé important. Et puis le problème du logement, on a contractualisé qu'un certain nombre de structures et on est interfacé en tant que CFA régulièrement avec ces structures-là. On fait le point, ou en cas de difficulté, on peut être aussi appelé comme arbitre. Hein. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur un jeune qui posait difficulté dans un foyer. Donc on a cet accompagnement-là aujourd'hui. Alors est-ce qu'il résout tout? Pas tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que malgré tout, une certaine partie des jeunes ne vient pas vers ces dispositifs. C'est-à-dire qu'ils développent une certaine méfiance ou une certaine habitude, quelquefois, de s'auto-gérer. Et le fait d'aller solliciter de l'aide est un peu difficile. Et puis enfin, sur le placement, on dispose, mais là aussi, on n'est pas la seule structure à disposer de ça, mais de ce qu'on appelle les développeurs de l'apprentissage qui sont tournés vers la relation à l'entreprise, mais la relation à l'entreprise non seulement pour recenser éventuellement les entreprises qui recrutent, ce qui est important, mais aussi pour mettre en relation et accompagner le jeune. Alors on fait de l'accompagnement à la rédaction de CV, à la conduite d'entretien, on essaie de les mettre dans des situations où ils vont pouvoir se sentir un peu plus à l'aise pour se valoriser. Voilà. Jean-Pierre Collignon. Oui, alors j'ai une question directe et puis une réaction par rapport à ça. Dans l'enquête qu'on a fait l'an dernier, j'ai quand même trouvé un certain nombre de CFA très structurés pour aider le jeune à trouver le contrat de travail. C'est-à-dire des CFA qui, effectivement, avaient des dispositifs d'accueil et essayaient proposer le contrat d'apprentissage aux jeunes et ne pas laisser tout seul, effectivement, pour chercher ça. Sur la mobilité, vous avez tout dit. Alors, les choses que j'ai déjà vues sur éventuellement des collectivités territoriales qui prennent une partie des frais de déplacement, ça peut arriver. Mais là, on tombe bien dans un problème, justement, quasiment financier et autres. Alors après, sur le développement de l'apprentissage vis-à-vis des lycées, écoutez, je vais vous faire une réponse très franche et très directe. D'abord, il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui proposent de l'apprentissage. Je crois que si on veut développer l'apprentissage, il va falloir accepter que l'apprentissage se développe dans les établissements scolaires, dans les EPLE. Moi, je ne partage pas cette espèce d'idéologie qui voudrait que les CFA de branche
fasse apprentissage et que l'école ne fasse que le statut scolaire. C'est sûr que si on fait ça, on aura une guerre et personne ne gagnera quoi que ce soit. Donc je pense qu'il va falloir accepter une bonne fois pour toutes, effectivement, que l'apprentissage puisse s'ouvrir effectivement dans les établissements scolaires, avec des structures très fluentes. Je suis alors qu'il y a plusieurs expérimentations, par exemple sur le bac pro, 3 ans qui pose un problème pour le contrat d'apprentissage, des logiques du type, on fait les 2 premières années en statut scolaire, surtout que les gamins sont plutôt jeunes, et la 3e année se fait en apprentissage, éventuellement dans l'établissement scolaire. Et là, on voit bien que les enseignants n'ont plus l'impression, pardonnez-moi de le dire comme ça, qu'on va leur voler leurs élèves, donc derrière ça, un jour leur poste. Donc je crois qu'il va falloir qu'effectivement les acteurs économiques, les branches professionnelles, vous, mesdames, messieurs, les personnes d'entreprise, acceptez que l'apprentissage se développe dans les lycées de l'éducation nationale. Mais par contre, de façon raisonnée, pas la guerre, pas du n'importe quoi, pas ouvrir la même formation d'apprentissage que dans le CFA d'en face pour se mener la guerre vis-à-vis de tel ou tel élève. Et j'ai vu l'expérience extrêmement intéressante dans l'Académie d'Aix-Marseille, où non seulement les lycées ouvrent de l'apprentissage dans le cadre du CFA académique, mais il y a un accord avec l'UMM local pour que les plateaux techniques du lycée soient utilisés par les CFA de la branche. Donc il y a vraiment un accord de partenariat pour que les structures jouent effectivement gagnant-gagnant, donnant-donnant, vous dites comme vous voulez, mais dans tous les cas qui passent par l'acceptation que des lycées puissent proposer des parcours en apprentissage. C'est ma position. Jean-Rémy Touze, vous vouliez réagir sur oui, le sujet de l'apprenti au cœur du système, c'est ça? Oui, j'avais juste, je ne suis pas un expert du sujet, mais c'est vrai qu'on constate en fonction des apprentissages qu'il y a des rythmes différents par apprenti. Et c'est vrai que le rythme où très fréquemment je passe de l'école à l'entreprise, c'est effectivement assez fatigant. Est-ce qu'on ne peut pas développer plus, en quelque sorte, une logique de césure, c'est-à-dire j'ai une grande période école et ensuite une grande période en entreprise. Et du coup, effectivement, la problématique du transport et du logement, elle est toujours sur un point particulier. Donc ça simplifierait, parce qu'on constate qu'il y a effectivement, en fonction des diplômes, des pratiques très différentes de rythme d'étudiants. Qui ouvrirait le champ en fait en termes géographiques finalement, parce que ce qui simplifierait la vie des apprentis. Pour des questions financières, ils ciblent sur une zone géographique plus précise. Absolument, ils n'ont pas à gérer 3 points. Leur logement, leur entreprise, mais que 2. Voilà. Oui, au fond, j'ai noté monsieur. Oui, bonsoir. Philippe Darmaillard, je suis président du GFI et d'ArcelorMittal France. J'ai eu d'une part un étonnement et une question pour le panel. L'étonnement, c'est que finalement, les problèmes que vous évoquez là, il y a longtemps qu'on en parle, qu'ils existent. Et j'ai l'impression qu'on oublie que, pour ceux qui ont un peu de bouteille, on oublie que les voies professionnelles ont été créées en France, elles n'existaient pas avant. On oublie que dans toutes nos entreprises, on gère par compétences, c'est-à-dire qu'on fait, nos gars, ils vont et ils viennent justement sur des processus d'apprentissage concrets sur le terrain. Finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça? Et est-ce que tout ça, est-ce que ça a changé la donne ou est-ce que la donne, elle est toujours pareille? Et donc ma question, c'est évidemment si vous deviez prendre 2-3, quelles seront les 3 priorités qu'il faudrait prendre pour vraiment oser la voie professionnelle complètement et être assez satisfait de l'évolution que l'on voit. Chez ArcelorMittal, je dis, nos usines sont gérées par des gars de la voie professionnelle, uniquement. Quasiment uniquement, toutes nos embauches sont de ce niveau-là. Donc la question c'est, est-ce qu'on a bougé? Et puis quelles sont les 2-3 priorités pour aller au bout? Priorité, c'est 3 priorités pour redresser l'apprentissage. Vous avez peut-être une, en tout cas, selon vous? C'est une question difficile, mais je vais vous livrer une vision peut-être qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui a fait l'objet de réflexions dans certains réseaux de CFA. En fait, aujourd'hui, on a une proposition, et notamment dans le domaine de la formation professionnelle, qui est une formation assez lissée, et qui est, dans le cadre de l'apprentissage en tant que tel, quelque chose qui ne part plus tout à fait du monde de l'entreprise. Vous évoquiez tout à l'heure la position des CFA, la position de l'éducation nationale. Mais si on regarde bien ce qui est imposé, finalement, sur le modèle et sur le principe à l'apprentissage, ce sont des programmes et des diplômes de l'éducation nationale, c'est un accompagnement ou un contrôle qui vient de l'éducation nationale et dont ni finalement les CFA ne décident et ni les entreprises finalement n'interviennent sur ce dispositif-là. Donc une des solutions est probablement de se dégager un peu de la notion des diplômes, là aussi nationaux,
qui auront leurs intérêts, leurs valeurs. Hein. Mais peut-être pour aller plus, et c'est pour moi quelque chose d'excessivement important, qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment souligné, encore que vous en avez parlé, c'est la notion vraiment partenariale. C'est-à-dire c'est la présence du monde professionnel dans l'univers de formation avec un intérêt ou un centre d'intérêt qui est bien les gens conformes et qui doit être en adéquation à ce que les entreprises attendent et ce qu'elles sont prêtes à recruter. Et donc ça passe certainement par davantage de certificats de qualification de branche, par exemple, ou un poids, une orientation qui soit donnée dans les programmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner complètement les diplômes, les logiques de filière, mais il y a probablement des équilibres à retrouver derrière un système qui, finalement, alors il m'arrive quelquefois de dire ça, mais c'est un peu par provocation, c'est-à-dire que quelque part, l'entreprise et le jeune qui sont l'univers client d'un CFA ou d'une école, presque devenu l'univers aujourd'hui fournisseur d'un contrat d'apprentissage ou qui permet à une école de fonctionner ou qui peut justifier son existence. Et enfin, dernier point, mais que je tiens de la bouche même d'inspecteurs généraux qui sont venus récemment dans mon établissement, mais dans d'autres, pour voir de quelle manière justement on accompagnait les jeunes, comment on assurait cet accompagnement et ce suivi. Donc, une étude conjointe avec des auditeurs de l'IGAS et des auditeurs d'une inspection générale de l'éducation nationale. Et où finalement, dans un échange un peu en off, une des conclusions, c'était de se dire l'offre de formation globale sur les titres aujourd'hui dépasse la demande. Et donc, moi, je crois assez au décloisonnement des choses. Et pourquoi pas, effectivement, faire à la fois de l'alternance dans les établissements d'enseignement, mais peut-être aussi quelques années ou quelques sections en temps plein, également dans les CFA, qui pourraient apporter quelques réponses, et notamment sur les premières années de Bac Pro, où on voit qu'on a énormément de difficultés à intégrer et à entrer des jeunes, et amener les entreprises à les accepter sur une durée de 3 ans, sur des gens qui sont mineurs, souvent avec un problème de maturité par rapport à la vie de l'entreprise. Donc il y a une vraie démarche, mais la démarche, c'est aussi peut-être de réadapter les périmètres des offres, parce que pour l'instant, une partie d'entre nous dans les deux systèmes s'accroche au périmètre qui est le leur, et ce périmètre, au lieu de se compléter, se confronte et s'oppose. Voilà. Merci. Alors, il y a encore une question derrière, je crois, je ne sais plus qui c'était. Bon, monsieur devant, là, vous me demandez depuis tout à l'heure. Prenez ce micro, c'est aussi simple. Voilà. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, alors Yves Lecointe, je suis ancien président d'université et actuellement tuteur de 3 élèves ingénieurs en apprentissage. Alors, c'est peut-être plus un regard, un moment de manager, on va dire, et puis revenir sur certains points. Je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, les premiers contacts avec les apprentis que personnellement j'ai eus, c'est les contrats CIFRE pour des doctorats. Alors, ils sont apprentis, c'est peut-être pour une raison matérielle, mais en fait, ils travaillent bien avec une entreprise. Ça, c'est clair. Ensuite, c'est un contrat donc, qui permet, c'est en 3 ans, je crois. Oui, c'est en 3 ans. Donc, on qui est une alternance entre un labo et une entreprise ouais, pour mener un doctorat, pour ceux qui ne connaissent pas le système. Alors, voilà. Et l'alternance peut être variable, c'est-à-dire que dans certains cas, moi, un de mes thésards étant dans une entreprise qui avait un propre labo, il venait de temps en temps pour quelques séminaires, mais c'était vraiment dans l'entreprise. Ce que je veux dire quand même, c'est que à l'université, on commence à développer l'apprentissage dans toutes les filières. Et bizarrement, dans les filières techniques, c'est plutôt IUT et école d'ingénieur, et pas fac de sciences. Ça, c'est un point important. Réticence. Dans des secteurs de sciences molles, l'apprentissage commence à se développer. Ça, c'est intéressant, c'est porteur d'avenir, au niveau de master aussi. Et je pense que ce qu'a dit M. Gallois, le problème de bilocalisation se pose. On retrouve les mêmes problèmes, sauf que financièrement, les apprentis ont peut-être un revenu un peu supérieur à l'apprenti de 16 ans, ce qui fait que c'est un inconvénient, certes, mais ils arrivent à gérer. Je voulais venir sur deux points de blocage que je vois. Dans ma propre école, le corps enseignant, certains, finalement, dédaignent la formation par apprentissage parce qu'ils n'auront pas vu l'intégrale triple, etc. Et ils disent non, c'est quand même pas la formation idéale d'un ingénieur en maths et en sciences hyper dures.
Moi, je ne suis pas convaincu par l'expérience, mais on a ces réticences-là. Deuxième point de réticence pour les apprentis, et là, ça me pose question, c'est qu'on n'a pas les stats suffisantes. Le salaire d'embauche serait légèrement inférieur, mais quand même 10%, 15% pour ceux qui sortent de l'apprentissage et qui changent de boîte. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, vous avez le diplôme de telle école, c'est Polytechnique pour ne pas la nommer, mais vous l'avez eu par apprentissage. Donc si des entreprises, parce qu'il y en a d'autres qui les embauchent, commencent à faire un distinguo entre celui qui sort par la voie royale, vous l'appelez comme, ou la voie par apprentissage, là ça va bloquer. Donc je pense qu'il faut peut-être réfléchir un petit peu sur ces points. Voilà. Après, j'aurais mis tout sur. Vous faites un distinguo entre diplôme par apprentissage ou pas par apprentissage? Non, puisque nous on recrute pas mal d'ingénieurs apprentis, donc c'est pas pour nous, c'est un ingénieur, donc on fait pas cette. Mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai que on a quelquefois certaines personnes qui vont dire mais au fait qu'est-ce que tu as fait comme classe prépa et qui voilà donc. On peut aller assez loin dans cette segmentation. Effectivement, vous avez raison, c'est quelquefois des travers qu'on constate. Bon, à nous, dans nos entreprises, effectivement, de relativiser tout ça et de chasser ce type de syndrome. Oui, monsieur derrière. Bonjour, je voudrais Étienne Piot. Je dirige une entreprise industrielle en Haute-Savoie dans des transmissions pneumatiques et je suis président du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industrie. Et je voudrais apporter un témoignage sur notre conversation, sur notre discussion. En Haute-Savoie, la vallée de l'Arve, un territoire industriel très très dense, avec une très forte concentration d'entreprises, de petites et de moyennes entreprises industrielles. Et on a fait il y a quelques années le constat, nos centres de formation se vident, toutes les formations professionnelles ne sont pas pleines. Et pourquoi elles ne sont pas pleines? C'était dit tout à l'heure, parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. En d'autres termes, les jeunes ne s'orientent pas vers ces filières. Alors nous avons mis en place quelque chose nous avons mis en place l'idée était de dire il y a un décalage d'image, il y a un décalage de compréhension entre ce qu'est la réalité de l'entreprise industrielle et l'image qu'en perçoivent les jeunes, les parents et les enseignants. Et donc on a mis en place il y a maintenant 7 ans, on vient de faire au mois de mars la 7e édition, le salon des métiers de l'industrie et de l'entreprise. Un salon dans lequel on reconstitue toutes les fonctions de l'entreprise, alors les ventes, les achats, la qualité, la production, la direction, l'activité commerciale, etc. On reconstitue pendant une semaine toutes les fonctions d'une entreprise virtuelle, avec chaque fonction tenue par un professionnel venu d'une 60aine d'entreprises, qui détache des salariés pour 1 jour, 2 jours, parfois plus, et qui viennent présenter à 2500 collégiens de tous les collèges de la région, qui viennent par car, avec, évidemment, c'est encore en étroite coopération avec l'éducation nationale, avec les collèges, avec les établissements, et ils viennent en car pour visiter cette entreprise virtuelle et se faire une idée concrète de ce que sont les métiers de l'industrie. On constate, alors on fait des enquêtes avec les enseignants avant la visite et enquête à l'issue de la visite. Et on s'aperçoit et on demande aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Vers quelle orientation? Alors avant, c'est footballeur, pompier ou dans la communication. Et après, il y a une proportion très significative sur les métiers de l'industrie. La conclusion... donc on fait ça, c'est la 7e année qu'on fait ça, depuis 3 ans, depuis 3 rentrées scolaires, toutes nos sections professionnelles sont complètes. Et on avait un risque de perdre des sections professionnelles et d'avoir des risques de perte de la main-d'œuvre qualifiée pour nos entreprises. Toutes les sections sont complètes parce qu'on a travaillé, alors il n'y a pas que ça, mais il y a un ensemble de choses, mais ça y contribue. On a travaillé à changer l'image de l'industrie qui était en total décalage avec la réalité. Merci pour ce témoignage et cette expérience qui peut éventuellement inspirer d'autres régions. Alors sans vous faire part, avant de l'avoir rendu quand même
à Mme le ministre du fameux rapport sur les partenariats. On interrogeait justement sur tous les dispositifs du type forum, mini-stage de 3e des élèves, j'en passais des meilleurs. Effectivement, il était démontré que tous ces éléments-là étaient impactants. Mais par contre, ce qui était extrêmement important, c'est de signaler que ça n'impacte surtout que quand ça se situe dans un continuum. C'est-à-dire que souvent, une opération, pardonnez-moi de le dire comme ça, one shot ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'un élève de 3e, par exemple, va aller 3 jours en entreprise qu'il va avoir un choix déterminant. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à associer le genre de dispositif que vous avez décrit, des mini-stages, des visites, mais d'une façon beaucoup plus continue sur les années. On ne peut pas effectivement aider les élèves à réfléchir sur une voie de formation, sur un métier, simplement par une seule opération, une fois sur des années. Surtout qu'après, ils retrouvent des environnements éventuellement qui vont être contradictoires par rapport à ce qu'ils ont vu et qui va quand même reperturber. Donc, un des vrais débats, tout à l'heure, monsieur posait s'il y avait 3 questions, 3 réponses majeures. Moi, une de mes 3 réponses, ça serait ça. Il faut absolument de la 6e à la terminale qui est un contact relativement fréquent des jeunes avec des acteurs économiques, des forums, des mini-stages, des visites. Et c'est cette fréquence, effectivement, qui apporte une véritable réflexion. Les opérations one-shot n'apportent quasiment rien. Quasiment rien. Merci. Oui. Oui, Claude Sturny, je suis député du Bas-Rhin et maire de la ville de Haguenau, qui a comme caractéristique d'avoir 30% de ses emplois dans l'industrie. Et un peu à l'image de ce qui s'est fait dans la vallée de l'Arve, on a osé mettre l'industrie en plein cœur de ville en leur laissant carte blanche pour utiliser une grande halle qui sert d'habitude à plein d'autres choses, mais on a donné à une trentaine d'industriels le soin de se présenter avec des technologies. Je crois que souvent, quand on parle de marketing pour les métiers de l'industrie, il faut changer l'image, ça a été dit par d'autres, mais il faut amener la finalité. Le jeune aujourd'hui ne sait pas, quand on lui parle d'une industrie, il n'imagine pas que derrière une vis à roulement, il y a une voiture, il y a des objets de haute technologie. Et comme on vient de terminer cette opération la semaine dernière, ce qui m'a frappé, c'est qu'en l'amenant au cœur de ville, on peut toucher à la fois les parents, les jeunes eux-mêmes, les salariés de ces entreprises. Et je crois qu'on a vraiment besoin de lier le tout. Alors ma question à la fin reste... j'étais évidemment très attentif à ce que vous avez dit, Monsieur Collignon, sur l'orientation et comment faire en sorte que lorsqu'ils sortent d'une opération comme celle-là, regonflée, en ayant une meilleure image, une meilleure idée de ce que l'industrie peut présenter comme opportunité pour ces jeunes-là, comment on fait pour que, quand ils retournent dans leur établissement, quand ils sont confrontés à des choix d'orientation, il n'y a pas quelque chose qui relève d'indicateurs d'orientation, de performance d'établissement qui va un petit peu casser la dynamique que les familles elles-mêmes, les entreprises, les jeunes eux-mêmes ont peut-être réussi à dégager. Et puis dernier témoignage, dans le salon, ce qui a le mieux marché, on avait mis aussi, au-delà des industriels, on avait mis aussi des établissements de formation, privés, publics, peu importe. Et c'était tout cela tant que c'était autour des métiers de l'industrie. Et le fait d'avoir des jeunes qui eux-mêmes expliquaient ce qu'ils y vivaient, soit en cours de formation, soit évidemment après. Et je dois dire que oser la voie pro, c'est des beaux exemples par écrit, mais d'avoir des jeunes en face d'autres jeunes qui en parlent, franchement, c'est ce qui a de l'avis de cette édition-là, en tout cas, marqué le plus les esprits. Merci Jean-Pierre Collignon. Je vais répondre dans le sens inverse. Alors, si vous voulez dire question, alors là, j'adhère complètement à votre remarque. Pour l'avoir testé dans plein de fonctions, et moi aussi en essayant, il y a un certain temps maintenant, de vendre un lycée technique où j'étais chef de travaux, rien de tel, et ce qu'on appelle les ambassadeurs, rien de tel qu'un jeune qui parle à un autre jeune. On a mesuré que ça a eu un impact meilleur que n'importe quel autre type de contact. Là, vous avez parfaitement raison, ça a été testé, ça continue à être testé. Ils parlent entre eux dans leur langage, dans leur coin, hein, et ça marche formidablement, cette affaire-là, ça c'est très clair. Sur ce que vous avez dit, vous avez raison, vous avez dit un petit peu comme moi d'une autre façon. C'est vrai que là aussi, cette journée, ce forum, je ne sais pas le temps que ça dure chez vous, c'est surtout intéressant si c'est préparé, si les jeunes qui y vont, ils vont déjà avec l'idée de
je vais aller voir des choses, il y a une information, il y a une préparation. Et puis, c'est classique ce que je raconte là, je défonce des portes ouvertes, la pédagogie. Et si après, quand ils reviennent en établissement, c'est exploité. C'est-à-dire que si ça s'arrête à la seconde où ils sortent de ce truc-là, qu'on ne leur en parle pas, voire qu'on a un contre-discours éventuel par des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, ça peut être très vite démoli. Donc c'est vraiment l'exploitation. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeune qui a passé la journée dans votre forum, et bien effectivement, après, ils se disent, bah, tiens, une entreprise, là, bah, j'irais peut-être bien essayer de passer une journée pour aller voir plus loin. Donc c'est vraiment l'exploitation après de tout ça qui compte. Et on tombe sur mon histoire tout à l'heure de continuum par rapport à simplement un coût, si je puis dire, quoi, quelque part. Alors... Je pose la question que ça existe déjà à Toulouse et qu'il y a même 360 étudiants dans le quai. Alors pourquoi on n'en ferait pas 100 ou 150 en France? Alors 100 ou 150 usines de production d'Airbus A380 et A320. Je ne sais pas si c'est possible en France, mais je doute un peu. Nicolas, oui, c'est ce que vous avez vécu. Je prends votre micro, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Alors, il y a deux choses pour moi essentielles. C'est ce que vous avez dit, monsieur, que les jeunes partagent entre eux et ensuite la possibilité d'être en immersion complète et en situation dans le milieu industriel. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu, avant d'accéder au lycée Airbus, ce qu'ils appelaient des journées portes ouvertes, où là, le lycée Airbus permet à qui le souhaite de pouvoir accéder à toutes les installations du lycée Airbus. Et ce jour-là, précisément, ça dure une journée, c'est les élèves du lycée Airbus qui présentent leur métier. Ça fait quoi? Ça fait que des gens de même génération parlent le même langage et arrivent à se comprendre. Déjà, ça c'est pour moi un élément clé. Et deuxièmement, effectivement, c'est vrai que le lycée Airbus est situé au sein de l'usine d'Airbus à Saint-Éloi-aux-Minimes, où je travaille encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une chance pour tous les jeunes de ce lycée de pouvoir traverser tous les matins, en allant, comme vous le disiez, se changer en bleu ou dans leur cours de classe, de passer dans les ateliers où on fabrique les plus beaux avions du monde, effectivement. Là, monsieur, oui. Oui. Bon, je suis très heureux de ce que j'ai entendu. Jacques Boivin. Je suis très heureux de ce que j'ai entendu. Tout ça me paraît clair, simple, parfait. Mais il me semble qu'on prépare un peu la guerre d'avant-hier. On comprend aujourd'hui ce qu'il fallait faire il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a le numérique qui arrive. Et le numérique, il a plusieurs caractéristiques, dont une qui est très importante, c'est que la société civile est en avance sur l'entreprise. Et que vous avez des jeunes qui sont extrêmement doués, qui savent très bien manier le numérique et qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans la filière scolaire classique. C'est le cas de mes petits-fils. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour ces garçons doués, qui ont déjà une bonne connaissance de ce qui va être nécessaire bientôt, et qu'est-ce qu'on leur propose? Jean-Rémy Touze, vous êtes le recruteur éventuellement de ces jeunes-là, donc voilà. Je ne sais pas si je peux répondre spécifiquement à cette question, mais moi je crois beaucoup aux exemples qui ont été cités là de prise d'initiative de Haute-Savoie et d'Agno. Plutôt que de se dire qu'est-ce que fait l'État pour résoudre ce problème, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, chacun d'entre nous, dans notre organisation pour faire avancer le chemin public. Et je pense que les initiatives qui ont été citées sont vraiment des initiatives c'est celles-là qu'il faut développer, c'est-à-dire que
les politiques, les industriels, les représentants de l'éducation nationale se mettent ensemble et fassent un pas pour qu'on y arrive. Et c'est l'initiative de tous qui va y arriver. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que le nouveau décret ou une nouvelle loi nous permette tout d'un coup de changer la face du monde. Donc c'est chacun d'entre nous, et je pense que les initiatives qui ont été citées sont pour moi exemplaires, et c'est celles-là qu'il faut développer. Après, en matière numérique, je ne sais pas oui, si vos petits-fils sont des codeurs, mais il y a des écoles qui se créent, alors un peu nouvelles, un peu différentes, comme l'école 42, par exemple, financée par Xavier Niel, qui permet de valoriser justement ces talents qui ne sont pas adaptés, je dirais, aux enseignements classiques. Voilà. C'est vrai je vais citer juste cet exemple, parce que ça existe. Mais... On a, je le disais tout à l'heure, on a quand même, dans notre système éducatif, on a des jeunes qu'on perd. Hein. Et donc là, on a un vrai souci et il faut qu'on arrive à le changer. Je pense que les entreprises doivent faire aussi un pas vers l'éducation nationale. Je ne suis pas si inquiet que vous, parce que les programmes tels qu'ils sont conçus, les entreprises participent. Donc effectivement, il y a quelquefois un décalage entre l'urgence du besoin que peuvent avoir les entreprises. Mais aujourd'hui, dans la plupart des diplômes, il y a un vrai souci du corps professoral d'être extrêmement attentif à ces évolutions. Donc je ne partage pas votre inquiétude. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un vrai décalage aujourd'hui avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et il y a des questions de moyens, effectivement, il y a des questions de pédagogie. Mais je suis plus inquiet du fait qu'on a un certain nombre de jeunes qu'on perd dans le cursus scolaire et qu'on n'arrive pas à rattraper et qui vont errer pendant des années. Ça, c'est une vraie inquiétude. Voilà. Un dernier mot très rapide, Jean-Pierre Collignon, parce qu'on va devoir... Un dernier mot, hein, si vous voulez, l'école a pris en compte toute cette histoire, à la fois, comme on disait entre nous, à la fois formé au numérique et formé par le numérique, hein, ce qui est quand même deux choses différentes. Il est clair, effectivement, y compris d'ailleurs, mon voisin disait, pour la recherche d'informations sur les métiers, les jeunes trouvent énormément de choses aussi sur Internet, en plus des forums, des salons et des visites de tout type. Et fondamentalement, j'en profite, puisque dans cette salle, j'ai vu quelqu'un qui fait partie de la direction du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale. Je peux vous dire qu'on a déjà et qu'on développe à l'heure actuelle des supports de formation numérique en liaison avec des grands partenaires. Par exemple, moi, je travaille sur un outil numérique sur l'efficacité énergétique en liaison avec des grands groupes français, hein, et des cofinancements divers. Je vais bientôt travailler sûrement sur un nouveau aussi outil numérique, MOOCs et compagnie, autour de la robotique, avec un constructeur japonais bien connu et quelques constructeurs français qui existent encore. Donc effectivement, je crois qu'on a pris en compte effectivement ce virage-là, quoi. Merci. Je crois qu'on peut applaudir mes invités, Nicolas, Jean-Rémy et Jean-Pierre et Bruno. Merci beaucoup. Évidemment, le sujet mérite beaucoup plus de temps que cela. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé. Il reste un dernier acte. Je vous demande de rester, puisque des anciens élèves de l'école des Gobelins ont créé une animation, un dessin animé, comme on disait autrefois, autour de l'image des métiers de l'industrie et de la voie professionnelle. Donc je vous propose de le découvrir tout de suite, et ça sera le mot de la fin finalement de cette soirée. Merci à tous d'avoir répondu présent.
D'abord. Délocalisation. Bon, merci à tous. Voilà, c'était donc une animation qui a été créée donc, par des anciens élèves des Gobelins notamment. Je pense, dépoussière un peu aussi la manière de parler de l'industrie. Elle est disponible sur YouTube, donc voilà, vous pouvez la télécharger, non, mais la partager largement sur vos plateformes et sites web. Donc j'imagine que faut pas hésiter à le faire. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Et il y a un pot qui vous attend en bas, me dit voilà, dans la cour.